Je baisse la température, par exemple. J'éteins. Je décale. On va partir cul par-dessus tête, hein. C'est mon 49.3 à moi. Nia, nia, nia. Non, c'est mon 49.3 à moi. C'est le chaos, la Macronie, et nous incarnons, parce que nous sommes le peuple qui sait, qui est instruit, qui a des métiers. Oui, mais il y a un truc là. C'est que la manif, elle n'est pas passée boulevard Voltaire. Les gens vont devoir absolument anticiper la hausse des prix. Il n'y a pas le choix. Ça va continuer, hein? Olaf, fais-moi mal, Olaf. Mon petit Olaf, fais-moi mal. Oh, j'aime ça. Oh. Les SMS qu'elle a envoyés à Bourlin, le PDG de Pfizer, on ne sait pas trop ce qu'ils se sont racontés là. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions. Bonjour les amis. Bonjour Bertolt Brecht. Bonjour, c'est dans l'air. Eh bien, c'est aujourd'hui le 2e épisode de la revue du stress. Et je vous rappelle que si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, il faut que vous vous abonniez et que vous cliquiez sur la petite cloche. Allez, c'est parti! De quoi on va parler? Eh bien, nous allons parler de tout ce qui nous a fait stresser au mois d'octobre. Alors, où en est-on du point de vue de l'énergie? On en a beaucoup parlé la dernière fois dans le premier épisode. Bien entendu, le gouvernement est conscient de la gravité de la situation et les ânes qui nous gouvernent cherchent des solutions. On a d'abord pensé un petit peu au télétravail, mais finalement, nos dirigeants en col roulé ont choisi une excellente méthode, la sobriété. Je baisse la température, par exemple. J'éteins. Je décale. Je crois que nous entrons dans une vraie crise sociale. Oui, on l'a vu avec la pénurie d'essence à cause des grèves chez Esso et chez Total, oui. Parce que s'ils disent qu'il y a effectivement précipitez-vous à la pompe, ça ne va que faire qu'accroître le problème. À Naplouse, parce que l'armée israélienne entoure la ville, et donc j'étais obligé de me faufiler cette nuit pour échapper aux balles et aux militaires israéliens, et donc j'ai atterri ce matin. Et je suis ici pour faire en sorte que ça aille bien pour nos compatriotes. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir des carburants, qu'ils puissent circuler, et que donc la liberté de circulation, qui est un droit fondamental, soit garantie. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi agacés que ça, nos compatriotes? C'est que ça les gêne dans leur vie quotidienne, c'est que ça crée de l'agacement, j'en ai parlé. On va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez Esso au Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête, hein. Des accords sont possibles. Il y a d'ailleurs eu un accord majoritaire signé hier chez Esso. Aujourd'hui, une partie des organisations, malgré cet accord, veut poursuivre le mouvement et continuer le blocage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Dès lors, j'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Je crois que le PDG de Total, il gagne beaucoup d'argent. Oui, mais Patrick Pouyanné, il en a marre de payer des gens à rien foutre. D'ailleurs, pour s'expliquer, il a donné une interview à l'Express où il nous a expliqué que vraiment il était fatigué, qu'on rappelle tout le temps qu'il s'était augmenté de 52%. D'ailleurs, le pauvre vieux, il ne gagne que 6 millions d'euros par an, vous vous rendez compte? Juste 6 millions d'euros par an, ça fait 500 000 par mois. Mais comment voulez-vous qu'il s'en sorte dans ces conditions? C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la manif de Mélenchon, la grande marche de Mélenchon, où Mélenchon d'ailleurs était tout à fait
égal à lui-même. Et puis le 18 octobre, ça c'était le 16 octobre, et puis le 18 octobre, il y a eu la grève générale, la grande grève, voilà, et la manif organisée par la CGT. Bon, évidemment, il y a toujours eu un petit peu des jaunes, mais bon, il y a eu aussi un peu de violence policière, voilà, pas plus que d'habitude, enfin, on a l'habitude, voilà. C'était combien à la manif de Mélenchon? Je crois qu'ils étaient au moins 100 000, je pense 100 000. Mais la presse de grand chemin nous dit qu'ils étaient 29 500. Pourquoi? Parce qu'il y a un cabinet qui s'appelle le cabinet Occurrence qui les a comptés à partir du 132 boulevard Voltaire. Oui, mais il y a un truc là, c'est que la manif, elle n'est pas passée boulevard Voltaire. C'est marrant. Oui, bien sûr, ils ont rectifié. Finalement, il paraît que c'était au 204 rue du Faubourg Saint-Antoine. Mais bien entendu, c'était une erreur de journaliste, bien sûr, une petite erreur de journaliste. Que fait le gouvernement face à tous ces problèmes? Madame Borne continue à mener le dialogue et la concertation. Et puis, côté inflation, eh bien, l'État continue à émettre des obligations indexées justement sur cette inflation. C'est pas très malin, ça, pour le déficit. Non, mais Olivier Dussopt a un plan pour lutter contre le chômage. Il va faciliter la rencontre entre employeurs et chômeurs. Et voilà, selon lui, ça va créer 400 000 emplois. C'est un super plan. Vous savez qu'il y a 6 millions de chômeurs. Si on prend en compte les catégories A, B et C, ça nous fait 6 millions de chômeurs. Alors il va créer peut-être 400 000 emplois, mais bon, 6 millions moins 400 000, ça fait quand même encore pas mal. Voilà. Mais bon, Olivier Dussopt est optimiste mais prudent quand même. Optimiste mais prudent. De toute façon, face à l'inflation, les gens vont devoir absolument anticiper la hausse des prix. Il n'y a pas le choix. Et au Parlement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le débat à l'Assemblée sur le budget, tu sais, le fameux PLF. Voilà. Alors les oppositions ont voté plein d'amendements, et pas seulement les oppositions, puisque le MoDem, par exemple, le MoDem, qui est pourtant un allié de Macron, eh bien, le MoDem a voté un amendement pour qu'il y ait une taxation des superdividendes. Voilà. Mais en fait, tu sais, Bertolt Brecht, tout ça, c'était une pièce de théâtre écrite à l'avance. Vous avez travaillé depuis un temps pour Dominique de Villepin, qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement National pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement politique depuis 20 ans. Il fait de la politique au service de la France et des Français. Je souhaite que nous poursuivions le débat. Et que nous le poursuivions jusqu'au bout des articles que nous avons à étudier. Il est par ailleurs un peu contradictoire de nous dire nous ne voulons pas de 49.3, mais jamais nous voterons votre budget. Est-ce à dire que tout ce qui pourrait, à partir de maintenant avoir lieu, c'est-à-dire le vote de tel ou tel amendement qui ne serait pas en accord avec le budget gouvernement, est-ce qu'on considère que, j'allais dire que ça sera pour la gloire, ou est-ce qu'on considère que c'est quelque chose qui va rentrer dans le débat de façon normale? L'Assemblée nationale, Si vous le savez, la Constitution prévoit, au titre de l'article 49.3, la possibilité pour le gouvernement de faire adopter un texte, tout en permettant aux oppositions qui le souhaiteraient de faire valoir leur droit à censurer le gouvernement. Le Conseil des ministres a délibéré ce matin sur cette possibilité.
Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Et la suite? La suite, après le 49.3, c'était forcément la motion de censure. C'est obligé. Et la suite? Elle était jouée d'avance. Nous sommes une opposition constructive. C'est mon 49.3 à moi. Nia, nia, nia. Non, c'est mon 49.3 à moi. À moi. C'est ce qu'on croyait. Mais il y a eu un coup de théâtre. Un fameux coup de théâtre. Soyons clairs, nous ne nous associerons pas à la France Insoumise et au RN et ne voterons pas ces motions de censure. Notre responsabilité pour la France est de ne pas ajouter une instabilité politique qui paralyse le pays à l'inflation et à la récession que les Français doivent affronter. Mais surtout, la difficulté, si vous voulez, c'est que nous ne censurons pas le gouvernement pour les mêmes raisons. Moi, je ne peux pas voter une motion de censure de la France Insoumise qui explique qu'il faut plus d'argent pour l'immigration, qu'il faut moins d'argent pour la police. C'est pas possible, c'est un projet qui est radical. Une motion de censure ne relève pas pour nous d'un jeu politique ni même d'une sorte d'exercice imposé. Elle est pour nous, lorsque les circonstances l'exigent, l'expression solennelle et responsable d'une défiance républicaine et démocratique face à un pouvoir gravement défaillant. Et parce que seul l'intérêt national guide ses paroles et ses actes, le groupe que j'ai l'honneur de présider votera également la motion de censure présentée en des termes acceptables de l'autre côté de l'hémicycle. Si je comprends bien, Le Pen, elle a joué un très beau coup. En effet, elle a réussi à montrer que les LR, en fait, ils faisaient partie de la majorité, quoi qu'ils disent le contraire. Et puis, elle a réussi aussi à mettre la NUPES dans l'embarras. Je t'ai déjà dit qu'on ne dit pas NUPES, on dit NUP. On ne dit pas les femmes portent des jupes. Excuse-moi, Bertolt Brecht, excuse-moi. Non, mais tu comprends, c'est très compliqué. NUPES, NUPS, NUP, j'y arrive pas, j'arrive pas à m'y faire. Il faudrait qu'ils changent de nom, qu'ils trouvent un truc beaucoup plus simple. Excuse-moi, Bertolt Brecht, mais voilà, je fais des lapsus comme ça. Et je vais essayer de dire la NUP. Ah, la NUP. En tout cas, Marine, avant de voter la motion de la NUP, elle a bien vérifié que les LR, ils la voteraient pas, la motion. En effet, elle n'est pas passée. Alors du coup, le gouvernement, il s'est dit, je vais peut-être faire un deuxième, il a fait d'ailleurs un deuxième 49.3 pour le budget sur la sécurité sociale, le PLFSS, c'est pas CRSSS, c'est PLFSS, voilà. Et puis un troisième 49.3, donc après ils vont faire un quatrième 49.3, un cinquième 49.3, voilà, ils peuvent faire, tant que c'est du budget, ils peuvent y aller, ils sont pas limités, voilà, donc ils vont y aller avec des 49.3. Alors bon, ça pourrait faire une deuxième motion de censure, une troisième motion de censure. Enfin, ce qui est sûr, c'est que les LFI votent une motion de censure à propos de ce troisième 49.3. Seulement, à la NUPES... Non, Bertrand, oui, je sais. Non, à la NUP. À la NUP, là, les autres, ils sont pas d'accord. Non, ils veulent pas de cette motion de censure-là. Voilà. Et puis alors, Yannick Jadot, il est formidable, Yannick Jadot. Voilà. Il a une idée sublime. Il a dit, écoutez, les gars, on va faire une motion de censure avec des mots qui sont rédigés de telle manière que ça ne puisse pas être acceptable par le Rassemblement national. Voilà. Comme ça, le Rassemblement national ne pourra pas le voter. Et comme ça, on sera sûr que le gouvernement ne sera pas renversé. C'est génial, non? Et le couple franco-allemand, il va comment? C'est un couple sado-maso. Côté maso, la France, elle dit, nous allons livrer du gaz à l'Allemagne. Côté sado, l'Allemagne dit,
On vous livrera peut-être de l'électricité si vous en avez besoin, mais en fait, on le fera pas. Alors tu vois, le maso, il dit « Angela, fais-moi mal, Angela. Olaf, fais-moi mal, fouette-moi, fais-moi mal, Olaf, encore. » Tout ça, c'est très bien expliqué dans le roman « La Vénus à la fourrure » de Sacher Masoch. Mais il y a un moment où le maso dit « Stop !» Ah, stop là. On a dépassé les limites. Il y a des limites à ne pas franchir. Je crois que c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Mais vous savez, après, une fois que les plaies sont pansées, voilà, ben les fantasmes reviennent. Et alors, ça va continuer. Hein Olaf, fais-moi mal, Olaf. Mon petit Olaf, fais-moi mal. Oh, j'aime ça. Pour la première fois depuis très longtemps, la France est exportatrice de gaz vers l'Est de l'Europe. Nous allons renforcer cela et nous mettre en situation d'être solidaires sur le plan gazier avec l'Allemagne. Si l'hiver est difficile et que l'Allemagne en a besoin. De la même manière, l'Allemagne s'est engagée à une solidarité électrique à l'égard de la France et donc se mettre en situation de produire davantage d'électricité et surtout nous apporter dans les situations de pic sa solidarité électrique en la matière. Cette solidarité franco-allemande, c'est l'engagement que nous avons pris avec le chancelier Scholz, c'est celle que nous tiendrons dans les prochains mois. Rien ne va plus. Les couples qui se déchirent, c'est très triste. Enfin, ça, c'est pour les commentateurs, les journalistes français qui pensaient qu'il y avait un couple franco-allemand. Et donc, il y aurait divorce. En tout cas, pour la première fois, fait exceptionnel, un conseil des ministres est annulé sans qu'une nouvelle date ne soit décidée. Du côté de Paris, on dit bon, quelques semaines, Berlin ce serait pas avant janvier. En fait, il y a évidemment de l'eau dans le gaz. Le gaz russe bien sûr, mais pas que. Et il y a quelque chose d'assez intéressant. En gros, pour le dire simplement, l'Allemagne voit tout son modèle s'effondrer d'un coup. Alors c'est d'ailleurs croquignolesque de voir tous ceux qui nous expliquaient à quel point l'Allemagne était géniale et qu'il fallait prendre exemple sur elle, à quel point Angela Merkel était la plus grande dirigeante jamais montée au pouvoir en Europe. Tout cela nous dire maintenant, bah oui, c'est une évidence, ils ont fait des mauvais choix. Les pôles de discorde, elles se multiplient, elles sont innombrables, on peut les regrouper sous deux chapeaux. Il y a d'abord toute la question, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres, de l'armement. Donc il y a l'annonce par l'Allemagne d'un programme anti-aérien, d'un bouclier du ciel, avec 14 autres pays européens, avec Israël, avec les États-Unis, sans que la France soit dans la boucle. Rien ne va plus dans le couple alors? J'aurais tendance à vous dire, rien n'a jamais été, Patrick. Pour cause, cette histoire de couple, c'est une légende qu'on nous raconte depuis 40 ans. Le terme couple, scoop ce matin, n'a jamais été utilisé de l'autre côté du Rhin. Pour être en couple, il faut au moins être deux. Là, on était tout seul dans ce couple. Alors en fait, il n'y a jamais eu de couple franco-allemand. Eh non, c'était une légende. Seulement, nos dirigeants français et les médias de grand chemin, ils continuent à croire à cette légende. Et l'Angleterre? Qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Ah, l'Angleterre! Ben, tu sais, je crois qu'on va beaucoup le regretter, Boris Johnson. On va beaucoup le regretter. Fin du dernier épisode, donc, avant la suite, la saison 2, en Grande-Bretagne. Oui, ils sont spécialistes des séries, et là, celle qu'ils nous ont concoctée est absolument délicieuse. Donc, 44 jours, c'est le temps qu'aura tenu Liz Truss. Je suis comme Margaret Thatcher. Alors, c'est pas la faute du Brexit? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est Liz Truss qui a foutu le bordel en Angleterre. Eh oui, c'est à force de se prendre pour Thatcher, voilà, elle a foutu le bordel partout. Les marchés financiers sont retournés contre elle, la Banque d'Angleterre aussi. Et puis, Rishi Sunak, là, ce type-là qui est même pas élu, qui est un espèce de... il est pour l'ordo-libéralisme. Rishi Sunak, en fait, c'est lui qui avait, quand il était ministre, chancelier de l'Échiquier, il avait empêché Bojo de faire sa politique sociale. Et puis, en plus, il l'avait quasiment trahi, là. Donc, non, c'est pas le Brexit, non. L'Angleterre se porte mal, ouais, mais l'Union européenne, elle se porte tout aussi mal, hein. Donc, le Brexit n'a rien à voir dans ce merdier. En Italie, Meloni, il paraît que c'est une post-fasciste.
une néo-fasciste. Mais non, non. Mélanie, c'est pas une fasciste, non. Qu'est-ce qu'elle est? Ben, c'est une conservatrice, voilà, c'est côté réactionnaire. Par exemple, elle est contre l'avortement, voilà. Donc elle est une conservatrice, comme sont en France les gens de la Manif pour tous, voilà. Il s'agit de conservateurs, mais absolument pas une fasciste, d'ailleurs. Vous allez voir. Elle va être bien sage. Elle l'a dit, d'ailleurs, elle l'a dit, elle va être bien sage. Elle va soutenir la guerre en Ukraine, elle est tout à fait pour l'OTAN, elle va jouer tout le jeu de l'Union européenne. D'ailleurs, il paraît qu'elle est très copine avec Mario Draghi. Enfin, je ne sais pas s'il est très copine, mais en tout cas, elle lui demande des conseils. Donc, elle va en fait poursuivre la politique que menait Mario Draghi. Voilà. Alors, Macron, lui, quand il est allé au Vatican, vous savez, là, il est allé faire son blablabla, bla, 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 il y a tous les curés qui applaudissaient, voilà, blablabla, bla, bla, la peine, bon, c'est du Macron, voilà, mais il en a profité pour aller la voir, voilà, donc, même lui, ils sont pareils, il y a des petites différences sociétales près, mais ils sont pareils, voilà. Une complaisance avec le fascisme et l'extrême droite qui est quand même incroyable. Oui, une complaisance. Il est le premier chef d'État d'Europe à aller la voir. Je pense qu'on aurait pu marquer le pas, marquer la désapprobation, marquer le fait que nous ne coopérons pas avec des régimes qui se revendiquent de l'histoire de Mussolini. Si vous étiez aujourd'hui, vous couperiez les points avec l'Italie? En tous les cas, je marquerai ma désapprobation dans un premier temps. C'est pas possible. Elle se revendique de l'histoire mussolinienne. Mussolini était un dictateur pendant la période fasciste. Enfin, elle a nommé une femme qui n'a qu'une seule mission, c'est d'interdire l'avortement. Mais on est où là? En fait, c'est quoi ce monde? Où sont les valeurs humanistes? Où sont les valeurs d'égalité? Où sont les valeurs de progrès? Sandrine Rousseau, comme toujours, est à côté de la plaque. Non, comme je l'ai dit, Mélanie n'est pas une fasciste, voilà, elle n'adore pas Mussolini, c'est juste une conservatrice, voilà, et elle n'est pas plus fasciste que Macron. Elle l'est peut-être même un peu moins. Est-ce qu'il y a des nouvelles de la pandémie? Le coronavirus, le Covid et tout ça. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Pfizer a reconnu devant le Parlement européen qu'il n'avait jamais fait d'études pour savoir si les injections empêchaient les transmissions. On le savait en fait, Pfizer ne l'avait jamais caché, mais là, il l'a carrément dit publiquement devant le Parlement européen. Alors, évidemment, tous ceux qui croyaient ou qui faisaient semblant de croire que ça empêchait la transmission, là, maintenant, tout de suite, ils disent « Ah ben non, nous, on n'a jamais dit que ça empêchait la transmission. Hein. » Regardez par exemple les débunkers de Libération et les autres. Voilà. Ah non, nous, on n'a jamais dit ça. Voilà. Alors, le procureur européen, là, il a décidé de mener une enquête sur les achats de vaccins par Ursula. Voilà. Alors, vous savez quand même qu'il y a des contrats qui étaient complètement cachés. Même les députés ne pouvaient pas vraiment voir ce qu'il y avait dedans, on leur montrait des petits bouts, mais on cachait tout. Alors donc là, c'est quand même un truc scandaleux, ça a été vraiment mis en avant, voilà, et donc il y a une enquête qui est menée là-dessus. Et puis, les SMS d'Ursula, là, hein, ça pourrait peut-être aller dans l'enquête, là, les SMS qu'elle a envoyés à Bourlin, le PDG de Pfizer, on ne sait pas trop ce qu'ils se sont racontés, là, c'est de rigolo, là. Ça mériterait bien quand même qu'on en parle, voilà. Donc peut-être que l'enquête va permettre de mettre ça au clair. Voilà. Alors, il y a une très bonne nouvelle, hein, c'est que le professeur Perron, vous savez, le professeur Perron dont on a beaucoup parlé, là, il a été blanchi. Voilà.
Ça aussi, ça va emmerder les covidistes. Hein. Ouais, il a été blanchi. Comme nous avons question à tout, nous recevons avec plaisir, nous l'avons déjà reçu, le professeur Christian Péronne. Bonjour, et effectivement, on va parler de ce qui s'est passé maintenant que les jugements ont été rendus de la chambre disciplinaire. Alors, je rappelle rapidement que il y a eu une plainte déposée contre vous par le Conseil national de l'ordre des médecins en fin 2020, début 2021. Je résume. En fait, on disait que vous avez violé le code de santé publique, que vous avez dénigré les politiques de santé publique, etc., etc. Vendredi, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins d'Île-de-France a rendu son verdict et elle a officialisé le fait que Christian Péronne a remporté l'ensemble de ses procédures devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins d'Île-de-France. Et l'affaire Lola, tu en dis quelque chose? Je refuse d'en parler. On en a beaucoup trop parlé, beaucoup trop parlé. Moi, je ne dirais qu'une seule chose. L'affaire Lola est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous comprendrez ce que vous voudrez comprendre à ce propos. Ah, c'est pas très marrant tout ça. Ah non, c'est pas marrant. Moi, je voudrais rigoler un peu. Je voudrais qu'on rigole. Tu as raison. Il est temps de passer à notre rubrique Cancan et polémique, comme nous le faisons à la fin de chaque épisode de la Revue du Stress. Alors maintenant, Bertolt Brecht, c'est à toi de jouer, fais-nous rigoler. Dans Cancan et polémique, on est quand même toujours obligé de parler de Bernard-Henri Lévy. Vous savez, BHL est un grand héros de la guerre en Ukraine. Oui, il entraîne, il forme tous les soldats ukrainiens. C'est pour ça que les Russes y reculent. Jean Castex, il a été recasé. Oui, il a été recasé. Il est recasé à la tête de la RATP. Vous savez, la RATP, c'est le métro et c'est le bus. Mais vous vous rappelez, Jean Castex, c'est lui qui voulait vous interdire de manger debout. À partir de maintenant, les usagers du métro devront voyager debout et non plus assis. Il a été élu président du Brésil. C'est très bien. Alors Macron et lui, ils se sont téléphonés. Mais Macron était vraiment tout à fait spontané et c'était tout à fait naturel. Seulement, c'est marrant parce que sur le film, on ne voit pas le drapeau français. On ne voit que le drapeau européen. Bonjour, monsieur le président Macron. Ah, bonjour, comment ça va, président? Félicitations. Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Je veux dire que j'attendais avec une impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations pour cette élection. C'est pour nous une formidable nouvelle. Il y a des parodies de Sandrine Rousseau. Celle-ci ou celle-là, mais pas besoin de parodie. Sandrine se suffit à elle-même. Lorsqu'à Londres, deux jeunes filles ont jeté de la soupe sur un Van Gogh, et Sandrine a immédiatement réagi sur Twitter avec ce tweet, ou celui-ci, ou encore celui-là. Mais surtout, Sandrine a inventé une déconstruction de la conjugaison des verbes français. Arrivé à l'Assemblée nationale, le nuage de fumée des incendies de Bordeaux. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions, et nous votions, pas nous, mais la majorité. Puisque nous en sommes à la langue française, je vous signale que Madame Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, elle a
inventé une nouvelle expression française pour parler des pauvres. Il s'agit des personnes ayant une sobriété subie. Pour atteindre nos objectifs de sobriété énergétique, nous allons évidemment mobiliser les citoyens. Alors, je vais vous dire, on ne demandera jamais à des Français qui sont en situation de sobriété subie, qui ne sont pas en capacité de chauffer dignement leur logement, qui comptent pour aller faire leur plein, de faire des économies. Et ben voilà, la vidéo est terminée. C'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et puis, allez, un petit pouce bleu. Ça nous ferait du bien. Voilà. Merci les amis. Portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air afin de nous aider pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour réagir. Cela nous aide. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines revues du stress, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est gratuit. À bientôt, portez-vous bien.